Emmanuel Macron, dans son programme, a au départ prétendu dépasser des clivages qu'il jugeait obsolètes, dépasser la gauche et la droite, lutter contre les corporatismes qui sclérosaient la société, qui empêchaient l'innovation. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, au fond, dans le vocabulaire d'Emmanuel Macron, il ne parle pas tellement de progrès, mais d'innovation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est cet usage du « en même temps », c'est-à-dire quelque chose qui prétend abolir ni droite ni gauche, quelque chose qui prétend abolir des conflits fondamentaux qui structurent les orientations sociales, c'est ça qui vient de se fracasser contre la réalité. En même temps, mais aujourd'hui, quand on regarde l'actualité récente, c'est avec personne. Quand vous disiez tout à l'heure, il essayait de dépasser les clivages Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est dépassé ? Oui, certainement, mais comment dire, il est aussi dépassé, pas seulement par sa propre rhétorique, mais par quelque chose qui, selon moi, témoigne d'une très grande vacuité politique. Moi, je ne suis pas analyste politique. Macron, c'est la vacuité politique, c'est le vide politique. D'une certaine façon, il y a quelque chose qui, chez Emmanuel Macron, est totalement étranger à la chose politique, est totalement étranger à la chose publique. Parce que quand on, quand on fait fi à ce point-là des pouvoirs intermédiaires, ça a été le cas avec les maires pendant le premier quinquennat, quand on fait fi des interlocuteurs... Ou avec les syndicats en ce moment. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que 70% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Et en fait, ça ne cesse, ce nombre ne cesse d'augmenter à cause de la méthode qui est... Vous pensez que c'est la méthode qui en partie, conduit des Français dans la rue? Non, c'est pas seulement la méthode, c'est la surdité. Hein, c'est la surdité. Et moi, ce qui m'intéresse aussi fondamentalement, c'est la manière dont la démocratie se trouve maltraitée. Par exemple, l'opposition que le pouvoir prétend faire entre la légitimité des urnes et la légitimité de la rue n'a aucun sens dans une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas simplement le fait d'élire un président, ensuite de rentrer chez soi et puis d'attendre la prochaine élection. La rue, justement, il y a des manifestations en ce moment. On voit des images. Là, nous sommes place de la République. Il n'y a pas de violence. Il y a quand même eu quelques violences ces derniers jours. Vous dites très peu, comme Catherine. Je dis relativement peu, c'est-à-dire relativement peu. Ce qui est surtout massif, c'est que depuis des semaines, on a des manifestations pacifiques, encadrées par les syndicats, sans aucune violence, et que le pouvoir est totalement sourd à cette expression qui est aussi l'expression de la souveraineté populaire. Mais le pouvoir se réfugie derrière un débat parlementaire, en disant qu'il est allé à son... Oui. Alors, attendez, il faut aussi revenir, mais ce n'est pas le problème, je pense que ce n'est pas pour ça que vous m'avez demandé de parler. Le problème, c'est que le débat parlementaire, il a été mené d'une manière qu'on peut, d'une certaine façon, contester. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités à ce sujet. On peut tout à fait regretter que l'article 7 ne soit pas arrivé en débat. Bon. Là, vous visez par exemple l'opposition. Par exemple, la France Insoumise, effectivement. Bon, il y a une responsabilité, parce que si l'article 7 était arrivé en débat, il est peut-être possible que la loi n'ait pas été votée. Mais est-ce qu'on peut qualifier de débat parlementaire effectif, au fond, un débat dans lequel le pouvoir utilise le 47.1 au Sénat, le 49... C'est pas que l'usage du 49.3 est illégal, il est prévu par la Constitution. C'est tous les mécanismes parlementaires qui ont créé ces troubles. Mais il est totalement inapproprié. Une réforme des retraites, ce n'est pas simplement une réforme, au fond, qui touche l'économie, les finances. C'est une réforme qui touche la vie des gens. Et je crois que, de ce point de vue-là, ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est une interrogation fondamentale sur la façon dont la vie des gens vaut la peine d'être vécue. Donc quand vous voyez tout à l'heure Gérald Darmanin, on l'a entendu il y a quelques minutes, parler de bordélisation, craindre des violences cette nuit, c'est une mise en scène pour vous? C'est une mise. Ça fait 3 semaines que Gérald Darmanin parle de bordélisation.
Il a parlé de bordélisation au moment même où les manifestations massives étaient encadrées par les syndicats sans aucune violence. C'est-à-dire que Gérald Darmanin appelle bordélisation ce que la démocratie représentative considère comme une manifestation de la souveraineté populaire. Quelle est la légitimité de manifester alors qu'une réforme a été adoptée? Écoutez, c'est tout à fait, fallacieux d'opposer la légitimité des urnes et la légitimité de la rue. La faute d'Emmanuel Macron, c'est de n'avoir pas, au fond, provoqué l'articulation entre les deux. Parce que si vous considérez qu'il n'y a que la légitimité des urnes, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des régimes illibéraux, comme la Hongrie par exemple. On vote, on élit un chef, on délègue totalement, au fond, sa responsabilité civique, et après, le chef prétend agir au nom de la souveraineté populaire. Mais c'est une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée de manière qu'on peut juger... quand Laurent Berger dit qu'il y a un vice démocratique dans l'usage du 49.3, qui de toute façon, même si c'est une procédure légale, quand même contestée comme étant au fond une procédure très très autoritaire, le fait que par exemple on porte cette réforme, le vote devant le Conseil constitutionnel montre bien qu'il y a des problèmes. Donc on ne peut pas non plus s'abriter constamment derrière cette opposition qui est fallacieuse.